Alors nous allons apprendre le principe de base des sélections dans Photoshop. Donc le principe d'une sélection, c'est de pouvoir isoler certains pixels de l'image par rapport à d'autres, et de pouvoir du coup faire des trucs dessus, tout bêtement. Donc en gros, dans Photoshop, on a plusieurs façons de sélectionner. On peut sélectionner directement sur l'image avec différents outils, mais on peut sélectionner aussi en fonction d'autres critères. On verra ça dans d'autres vidéos, on verra qu'on peut sélectionner en fonction par exemple de la luminosité de certains pixels, en fonction de leur couleur aussi, voire des deux. Alors, les outils de sélection, on peut en trouver déjà dans le panneau à outils, dans la boîte à outils sur la gauche. Ici, vous avez par exemple le rectangle de sélection, mais quand on reste appuyé sur le tiroir, on fait apparaître l'ellipse de sélection, ainsi que des outils un peu spéciaux comme le rectangle de sélection d'une rangée ou d'une colonne. On a ensuite juste en dessous le lasso polygonal et le lasso magnétique, et ensuite des outils de sélection dits automatiques, comme le sélection d'objets qui a fait son apparition dans Photoshop 2020, donc vous n'aurez pas si jamais vous êtes dans une version antérieure à 2020, mais vous aurez par contre la sélection rapide qui est issue, qui vient de Photoshop CS6, donc de 2012, donc si vous avez vraiment une version ancienne, vous n'aurez pas non plus la sélection rapide, et vous aurez la baguette magique, qui lui est là depuis les tout débuts de Photoshop, et qui continue de fonctionner correctement, on le verra évidemment dans cette formation. Donc là dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter les bases, et surtout les outils là aussi les plus basiques, comme par exemple le rectangle de sélection et l'ellipse, mais aussi les lassos. Donc en fait une sélection, comment ça se traduit à l'écran? Déjà quand je fais une sélection, par exemple ici avec le rectangle, j'ai ces petits traits ici, ces petites hachures, qui avancent, on appelle ça des fourmis, en termes d'interface utilisateur, et du coup ça me permet de visualiser qu'est-ce que j'ai sélectionné. Alors je peux aussi appuyer sur Q, pour le Quick Mask en anglais, qui m'affiche en clair ce que j'ai sélectionné et en rouge ce qui n'est pas sélectionné. Et on voit du coup que on a le calque qui est ici sélectionné en rouge, et on voit aussi dans l'onglet là-haut qu'on est en mode masque. Vous voyez que là on est en mode gris, et là je suis en mode masque. Alors d'ailleurs mon image elle est en niveau de gris, je peux la passer en RVB évidemment, donc là on est en RVB, mais quoi qu'il arrive, dès que je passe en mode masque, il y a écrit masque. Donc qu'est-ce qui se passe déjà quand j'ai une sélection active? Première chose, si je prends par exemple un outil de peinture comme le pinceau, je vais pas pouvoir peindre au-delà. Donc là par exemple on va mettre une opacité de 100%, vous voyez, il n'y a pas de triche, j'essaye de peindre à côté, j'ai pas le droit. Par contre si je peins à l'intérieur, j'ai le droit. Donc tant qu'une sélection est active, on peut rien faire à l'extérieur de cette sélection, c'est évidemment le principe. Donc ça permet de dessiner des trucs en étant limité, en évitant d'aller altérer d'autres parties de l'image, mais aussi en général la sélection, son but c'est quasiment tout le temps de devenir un masque, c'est-à-dire c'est de devenir quelque chose qui va nous permettre d'afficher ou de cacher une certaine partie de l'image. Et je vous invite évidemment à consulter mes vidéos sur le masque. Si vous suivez la formation complète, vous aurez aussi d'autres vidéos qui vous parlent de ça en détail, notamment au niveau des calques de réglage. Donc ça veut dire que tant que cette sélection est active, je suis limité à cette sélection. Je peux rien faire d'autre. Par exemple, si je fais, je sais pas, un filtre rendu nuage, voilà, on va rendre des nuages, super. Voilà, toute la zone de rendu, c'est cantonné au contenu de ma sélection. Pour enlever une sélection, pour la cacher, on va aller dans sélection et mettre désélectionner, ou apprendre le raccourci que je vous conseille, parce que vous allez tout le temps faire des sélections, donc autant l'apprendre, c'est CTRL D ou commande D sur le Mac, et vous voyez que ma sélection disparaît. Alors moi je vais la retrouver avec CTRL Z, juste pour finir de vous expliquer que là j'ai sélectionné l'intérieur de cette feuille blanche, je me suis mis là, donc encore une fois tout ce qui est en clair, ici j'ai appuyé sur Q pour avoir le Quick Mask, le masque rapide. Ce que j'ai en blanc ici c'est ma sélection, en rouge c'est pas de sélection, parce que je n'avais pas sélectionné. Du coup des fois c'est plus simple de sélectionner ce qu'on ne veut pas, et ensuite d'intervertir. Par exemple à la fin de ce chapitre, on va détourer un truc avec ce qu'on appelle les couches alpha, et donc on va très facilement isoler ce qu'on ne voulait pas, mais du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est intervertir. Donc par exemple, si ici je voulais tout sauf ça, c'était plus simple de faire un carré ici et ensuite d'intervertir que de s'amuser à essayer de faire un truc avec un trou, quoi. Donc évidemment, on peut aller dans sélection et faire tout bêtement intervertir. Et maintenant, si je peins à l'intérieur ici, j'ai plus le droit, mais par contre j'ai le droit de peindre partout ailleurs. Ok. Et si j'appuie sur le masque rapide, on se rend compte que maintenant, c'est bien l'intérieur ici de mon rectangle qui est rouge, donc dans lequel je n'ai pas le droit d'aller, mais par contre tout le reste, tout le reste est accessible. Donc si j'avais voulu faire cette sélection comme ça en premier lieu, il aurait fallu que j'utilise ce qu'on appelle des opérations booléennes, c'est-à-dire des modes qui sont ici présents en haut à gauche, et qui me permettent de faire soit une addition, c'est-à-dire ajouter à la sélection, soit une soustraction, donc ça enlève à la sélection, soit une intersection.
Donc il aurait fallu que je sélectionne tout, puis que je me mette en mode soustraction, et que je soustrais voilà, un truc ici au milieu. Et effectivement, quand là j'appuie sur le masque rapide, j'ai la même chose. Mais vous en conviendrez, c'est quand même finalement plus intuitif de se dire bon, je prends ça, c'est ce que je ne veux pas, et je fais un raccourci CTRL-SHIFT-I. Alors j'ai fait CTRL-I, pardon, CTRL-SHIFT-I, pouf, voilà, j'ai interverti ma sélection maintenant. Et j'ai bien ce que je voulais. Donc des fois, on est obligé de sélectionner ce qu'on ne veut pas pour avoir ce qu'on veut. Mais forcément, ça revient au même à partir du moment où on peut toujours intervertir tout ce qu'on fait dans Photoshop. Donc là, j'ai fait une opération booléenne en ayant maintenant cliqué là-haut. Vous remarquerez que tous les outils de sélection, ils ont ces modes-là. Par exemple, le lasso et la baguette magique. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre par exemple une sélection qu'on va commencer avec un rectangle, mais on peut dire maintenant, tant que cette sélection elle est active, elle est toujours là, et donc je vais aller dans ellipse, et je vais faire par exemple un trou. Donc je vais me mettre en mode soustraction à l'intérieur de ce rectangle, et je vais faire un trou. Tac. Et donc effectivement, j'ai fait un trou, et vous remarquez que ce trou, il n'est pas net, il est diffus. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon outil ellipse de sélection, il avait enregistré un réglage que j'avais fait avant, je m'en étais servi avant, forcément, de Photoshop, et on voit là-haut contour progressif de 50 pixels. Ça veut dire que sur la forme que j'ai dessinée, il va appliquer un contour progressif qui va durer 50 pixels. Hop, on le retrouve ici, 50 pixels. Donc je vais revenir en arrière une fois, voilà. Donc j'ai mon rectangle, j'enlève le contour progressif, on va le mettre à 0, je refais ma soustraction, et maintenant, quand je vais appuyer sur le masque rapide, on voit que c'est complètement net. Donc on a le droit de faire des sélections qui ne sont pas complètement nettes. Il suffit de régler ici le contour progressif. On va le faire par exemple avec un contour progressif de 10, et on va faire notre sélection. Donc on a fait juste un rond, j'appuie sur Q, et quand je zoome, je me rends compte que effectivement, si on compte les pixels entre le creux, enfin le cœur de la couleur, et le moment où elle disparaît, il y a 10 pixels de contour progressif. Donc il faut toujours faire attention quand on fait une sélection, on a toujours en gros les réglages qu'on avait déjà utilisés qui sont mémorisés. Donc par défaut ils sont à 0, mais si un jour vous faites un contour progressif de 10, tant que vous ne le changez pas, il restera à 10. Donc c'est pour ça que là je me suis retrouvé avec un contour progressif de 50. Alors par contre, quand on fait des opérations booléennes, quand on fait des trous, qu'on ajoute des trucs, on peut le faire avec des raccourcis, et je vous invite à les mémoriser. Par exemple ici, donc on a dit qu'on faisait un rectangle, on a dit qu'on prenait ensuite l'ellipse de sélection, et qu'on allait faire un trou à l'intérieur, donc on allait cliquer là-haut, puis on a fait notre trou à l'intérieur. Tout ça c'est un petit peu fastidieux. En réalité je peux changer d'outil de sélection, même s'ils sont dans le même tiroir avec un raccourci. Donc le raccourci c'est M, et là vous remarquez que si j'appuie sur M, je peux appuyer plusieurs fois sur M, c'est toujours le rectangle qui est sélectionné, mais si je fais Shift M, hop, c'est maintenant l'ellipse de sélection qui est sélectionnée là-haut. Donc déjà ce qu'on pourrait faire c'est dire je fais mon rectangle, puis je fais Shift M, tac, je passe en ellipse, et puis maintenant j'appuie sur Alt à la place, et quand j'appuie sur Alt, vous voyez le curseur il change, il y a un petit moins qui s'affiche, et vous remarquez évidemment là-haut que, hop, l'option passe sur le mode soustraction, mais elle passe sur le mode soustraction temporairement. Du coup je peux temporairement passer en soustraction, et venir faire mon trou à l'intérieur. Du coup j'ai obtenu ce que j'avais fait à la base, c'est-à-dire voilà le rectangle avec un trou au milieu. Donc en gros, on a la possibilité d'avoir un mode où on ajoute à la sélection. Alors par défaut, vous voyez que les sélections se remplacent. Dès que je redessine un truc, je refais une sélection, mais si j'appuie sur Shift, j'ajoute. Et si je fais Alt, je soustrais. Donc je peux faire des petits trous dans ma sélection. Hop, voilà, on peut faire une forme. Et maintenant, vous voyez, voilà, j'ai pu faire des opérations dans ma sélection. On peut faire des intersections, donc comme je l'ai dit. C'est-à-dire en gros, on va prendre par exemple, on va prendre ça, et puis on va faire une intersection. Donc c'est le raccourci, ça va être Shift et Alt, vous voyez qu'il y a un petit X et que je suis en mode intersection là-haut, et l'intersection ça va se dire, là on va prendre par exemple que l'intérieur du premier rond, puisque c'est la zone commune entre ma première sélection et celle qui est en train d'arriver. Vous remarquez que la deuxième, c'est celle où il y a les traits qui bougent. La première sélection elle est devenue figée du coup, et quand je vais lâcher le clic, hop, j'ai eu l'intersection des deux. Si j'appuie sur Q maintenant, et non pas sur Caps Lock, hop, sur Q, voilà, j'ai bien l'intersection des deux. Donc en réalité, ces boutons là-haut, pour être honnête, on n'y va jamais. Shift pour passer, on va faire du Shift pour passer en addition, du Alt pour passer en soustraction, et du Shift Alt pour passer en intersection. Et en vérité, on va jamais y aller. Donc ensuite, on a des outils qui permettent de faire des formes un peu plus libres, donc le lasso, donc à main levée, tout bêtement. Il peut lui aussi avoir évidemment un contour progressif, il peut lui aussi évidemment faire des soustractions, des intersections ou des additions.
On a ensuite le lasso polygonal, qui est à main levée, mais qui, quoi qu'il arrive, ne fait que des droites. Et quand on arrive à la fin, il y a une boucle, tac, pour fermer la sélection. Vous n'êtes pas obligé de la fermer, c'est-à-dire que vous pouvez faire un truc comme ça, et par exemple ici, si maintenant je double-clique, il ferme la sélection tout seul. Autre chose, souvent quand on se trompe en faisant le lasso polygonal, on est tenté de faire CTRL-Z. Mais si on fait CTRL-Z, vous voyez, ça marche pas. Parce que j'ai pas fini, je suis en train de faire une opération là. En tout cas pour Photoshop, il est en train d'enregistrer une opération, il n'a pas fini d'enregistrer, donc si je fais CTRL-Z, il sait pas quoi faire. Par contre, si j'appuie sur la touche retour, donc backspace, au-dessus de la touche entrée, je peux annuler des segments de mon lasso polygonal. Et c'est comme ça qu'on revient en arrière dans le lasso polygonal. C'est, je crois, de mémoire, le seul cas particulier où CTRL-Z ne fonctionne pas. On n'a pas le droit de faire CTRL-Z. Voilà, je peux pas. Par contre, si je fais retour, je repars du point d'avant. Donc évidemment, le lasso polygonal, on va prendre une nouvelle image. Voilà, j'ai ouvert une image que l'on a travaillée avec la plume. Donc ici, si par exemple on voulait sélectionner quelque chose comme ça, évidemment, le lasso polygonal, il serait pas adapté. Par contre, si on voulait sélectionner par exemple une partie du trottoir, bah ça irait. On pourrait dire tiens, je vais faire ça, tac, et vous voyez que là, hop, très facilement, on a sélectionné un truc géométrique. Alors du coup, il en reste un, c'est le lasso magnétique, et lui en fait, il peut être intéressant parce qu'il permet en fait de se caler sur une zone de contraste, c'est-à-dire qu'il va analyser le contour, et il va trouver un contraste. Vous voyez qu'on peut, on peut changer ici la valeur. En gros, contraste, ça va être la valeur minimum de contraste entre 2 pixels pour que ce soit sélectionné. Et ici, la fréquence, c'est-à-dire la fréquence d'analyse, tous les combien, il va ajouter des points. Donc tous les 57 pixels. Donc quand je clique ici, hop, vous voyez, il fait l'analyse et tous les 57 pixels, il rajoute un point. Vous pouvez forcer l'ajout de points en cliquant vous-même, et vous voyez que ici on peut arriver à détourer assez facilement sans aller trop vite un objet, mais c'est quand même, alors je vais faire le tour rapidement juste pour qu'on ait juste la sélection, mais vous voyez que sur le bord, ici c'est quand même assez erratique, hein, c'est pas très précis, donc c'est bien pour faire une sélection relativement vite et relativement propre. On va dire que c'est un peu le ventre mou. Je vois pas trop de situations où ça va un peu plus vite que la plume forcément, mais c'est quand même un petit peu plus crade, donc je suis pas ultra fan du lasso polygonal. C'est vraiment pour un sujet qui ne nécessite pas de la précision. Regardez ce qu'on a fait comme boulot avec la plume sur cet objet, voilà. Vous voyez que c'est quand même hyper propre. Donc là, la plume par exemple, elle est imbattable. Mais bon, il est là, il existe, il est pratique, il peut rendre quand même quelques services. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les outils de sélection. Les deux seuls trucs que je vous ai pas montré en fait, c'est le rectangle de sélection une rangée, qui permet, comme son nom l'indique, de sélectionner, vous le voyez, une rangée de pixels, donc soit en horizontal, soit en vertical. C'est le genre de truc qui est plutôt utile en pixel art, pour enlever juste un petit bout d'une image. Mais c'est bon, clairement, vous n'allez pas vous en servir tous les jours. Mais par contre, ce qui est assez important, c'est vraiment d'apprendre à manipuler les opérations booléennes, c'est-à-dire faire des ajouts, des soustractions, des intersections, parce que ça, vous allez l'utiliser très souvent. Ensuite, il y a un dernier truc que je vous ai pas montré, c'est ici, pour les formes, on a par exemple la possibilité de faire des proportions fixes. Par exemple, je peux lui dire, et ça, moi, ça m'arrive souvent de l'utiliser quand je fais par exemple des vignettes pour YouTube ou pour de la vidéo, je vais mettre un rapport de 16 neuvièmes. Donc je vais faire 16 9, j'appuie sur Tab pour passer d'un champ à l'autre, et donc maintenant toutes mes sélections vont avoir un rapport hauteur-largeur de 16 9. Vous voyez que quoi que je dessine, c'est 16 neuvièmes. Et on peut faire par exemple, on peut lui dire de faire du carré, donc on va mettre 1 pour 1, donc ça va ne faire que des carrés. Et si on prend l'ellipse, ben ça va faire des ronds. Ok, donc là je suis en mode normal, je suis entièrement libre de mes mouvements, mais si je me mets en mode proportion fixe 1 pour 1, ben je me retrouve à pouvoir, ce ne sont pas des ellipses, ce sont vraiment des cercles. Ok, c'est des cercles parfaits. Donc on va CTRL-D annuler cette sélection, et enfin, on va revenir sur le rectangle, on peut choisir la taille fixe, ça aussi ça peut être utile dans une image, de dire j'ai envie de sabrer une zone précise. Par exemple ici, vous le voyez, dernier réglage que j'ai utilisé, c'est 1080 par 1080, avec la possibilité d'intervertir les deux, c'est-à-dire si j'ai par exemple mis 280 par 1080, je peux intervertir entre hauteur et largeur. Là par exemple c'est au format portrait, si j'intervertis, je reclique pour refaire la sélection, c'est au format paysage. Donc on peut vraiment rentrer des sélections ultra précises si on veut, on n'est pas obligé de les faire tout le temps à main levée, et ça aussi c'est assez utile quand on fait du design d'interface, du web, du mobile, ou qu'on travaille pour tout ce qui est affichage écran, ou quand on génère des vignettes pour de la vidéo, pour YouTube, etc., où souvent on a besoin de se contraindre sur des ratios précis. On n'est pas obligé de le faire à vue de nez, évidemment, on peut tout simplement s'aider des listes déroulantes qui sont là-haut. Et il reste un dernier truc qu'on n'a pas vu qui est sélectionné et masqué, mais je vais faire une vidéo à part,
sélectionner et masquer, il se base sur une sélection en cours et il vous offre une interface entièrement modelée pour améliorer une sélection. C'est l'interface qu'on va utiliser par exemple quand on va détourer des cheveux, donc c'est vraiment un cas plus particulier qu'on verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette première vidéo sur les sélections, je vous invite vraiment à mettre en pratique ce qu'on a vu, c'est vraiment les grosses bases de la sélection. Je suppose après, je sais pas dans quel ordre vous regarderez les vidéos, mais je suppose dans les vidéos suivantes que vous l'avez vu, donc en gros que vous savez ce que c'est une intersection de sélection, que vous savez faire une inversion de sélection avec CTRL-SHIFT-I, que vous savez enlever une sélection. Bref, c'est vraiment la base à acquérir pour pouvoir passer à la suite.